Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Armand de Decker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député régional bruxellois, vous êtes bourgmestre d'Uccle. Alors on va d'abord revenir sur cette actualité du jour qui est ce drame à Kuckelberg. Un père a tué ses 2 enfants avant de se suicider. Quel doit être le rôle d'un bourgmestre dans ce genre de situation ? Le rôle d'un bourgmestre doit être de rassurer la population, d'aider la famille, la maman qui a survécu, qui doit être dans un état épouvantable, et puis essayer de comprendre. Ce sont toujours des drames psychologiques très, très aigus qui mènent à ce genre de situation. Et donc je crois que les bourgmestres, ils doivent être le plus humains possible et aider. Voilà. Une présence à assurer. Oui, une présence à assurer. De rien laisser au hasard et entourer le phénomène tragique. Alors, on va en venir à la politique avec ce qu'on peut appeler un peu la saga du Parlement wallon. On a appris aujourd'hui que finalement, les députés ont rejeté l'option du recomptage à Charleroi pour les élections. Dans ce dossier, est-ce que le MR n'a pas joué un peu le rôle de la terre brûlée ? Oh, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Il faut se rendre compte, évidemment, que le MR représente un très, très grand parti au Parlement wallon. Ils font, je crois, plus de 25%, entre 25 et 30%. C'est un peu l'équivalent de la NVA en Flandre en termes de poids électoral. Et c'est vrai, le MR a été écarté assez sauvagement par les partis qui ont perdu les élections, c'est-à-dire le PS et le CDH. Et là, il n'y a pas une attitude revancharde du MR ? Non, parce que je crois qu'il y a un vrai problème de recomptage. Le PTB argumentait quand même très très fort sur les chiffres des résultats électoraux. Et si on recomptait, il paraît qu'à une dizaine de voix près, le PTB aurait peut-être gagné des parlementaires qu'ils n'ont pas maintenant. Et donc on comprend l'importance de l'enjeu. Et puis voilà. Maintenant, je constate que l'Assemblée wallonne ce matin plénière n'a pas suivi l'avis de la Commission. Mais elle va devoir expliquer juridiquement la raison de ce passage au-delà. En se prononçant pour le recomptage, est-ce que le MR ne gâche pas ses chances avec le CDH au niveau fédéral ? Écoutez, je pense que, vous savez, ce n'est pas une situation facile. Je crois que n'importe quel parti aurait fait la même chose. Les autres n'en ont pas fait. Oui, mais non, mais ils ont un intérêt, la majorité sortante, à ce que rien ne se recompte. Mais vous savez, quand il y a des erreurs électorales, et on a vu à Bruxelles avec le bug électronique combien ça crée d'inquiétude et de frustration, il faut répondre à ça aussi avec respect. Donc, voilà. Ici, ça ne pourrait pas bloquer le CDH dans une alliance au niveau fédéral ? Vous savez, le CDH, comme on l'a appris par la presse, négocie avec la NVA depuis de nombreuses semaines une participation au gouvernement fédéral. Je ne crois pas que c'est cet événement-ci, qui est un assez classique de la vie parlementaire, puisse perturber cela, parce que la disproportion entre l'importance de l'un et de l'autre... C'est quand même la première fois qu'il y a autant de difficultés après un scrutin pour valider les résultats. Est-ce que le MR serait prêt à monter au fédéral comme seul parti francophone ? Écoutez, ce n'est pas moi qui peux le dire. Je sais que, personnellement, je préférais que ça soit, le cas échéant, avec le Parti social-chrétien. Un gouvernement de centre-droit fédéral est, je crois, attendu par tout le monde. Je suis tout à fait persuadé, par exemple, que la précipitation avec laquelle le Parti socialiste a été chercher le CDH pour faire une coalition de départ en Wallonie et à Bruxelles vient de l'analyse qu'ils ont faite qu'ils ne seraient pas dans le gouvernement fédéral. Le résultat de la NVA, 33% du corps électoral flamand étant ce qu'il est, la NVA peut logiquement, véritablement prétendre ou quasi se rendre incontournable au fédéral. Or, le PS n'a pas cessé de dire que son programme était totalement incompatible avec celui de la NVA. Le MR a dit aussi qu'il ne souhaitait pas nécessairement monter au pouvoir avec la NVA. Nous avons parlé de la NVA sous les inquiétudes que nous avons au plan institutionnel, pas au plan programmatique. Le programme de la NVA au plan
économique et social est un programme plutôt libéral. Vous avez envie d'aller au pouvoir, au fédéral avec la NVA? Mais je crois que la Belgique a besoin d'un gouvernement de centre-droit maintenant pour relancer la machine, pour relancer les entreprises, pour créer des emplois et faire marcher l'économie et donc créer des emplois et améliorer la situation de la population. Donc là, vous êtes prêt à vraiment monter avec la NVA, malgré tout ce qui a été dit pendant la campagne? Moi, je n'ai pas critiqué la NVA pendant la campagne. Monsieur Renders l'a fait, Monsieur Oui, Michel l'a oui, fait. mais pour rassurer sur... On essayait aussi de nous scotcher à la NVA d'une manière catégorique. Nous n'avons pas passé des semaines à négocier avec la NVA comme le CDH le fait pour le moment. Donc, le CDH dit qu'il veut un projet écrit quand même de la NVA pour avancer. Est-ce que vous avez la même exigence? Il y aura évidemment des exigences programmatiques. Nous ne rentrerons pas comme ça par principe dans une coalition avec la NVA. C'est sur base des accords qui seront conclus sur le programme de ce gouvernement que l'on jugera. Alors, vous êtes désormais député bruxellois. Vous n'êtes pas repris dans la liste des députés qui seront au Parlement de la Communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a encore une possibilité pour vous de devenir sénateur? Mais c'est-à-dire que c'est vrai que le Sénat, pour moi, n'était possible que par la voie de la cooptation. Et donc, il y en a 10 qui vont être cooptés. Il y aura 10 sénateurs cooptés, 6 flamands, 4 francophones. Ouais, donc un seul par parti francophone. Donc c'est très étroit comme chance. Il est vrai que, vu mon histoire, comme j'ai été 8 ans président du Sénat, il y avait une certaine logique à croire que j'irais, mais je comprends aussi la difficulté du président de parti qui, le lendemain d'élection, a beaucoup de problèmes à régler, et c'est une façon de régler certains problèmes. C'est pas un peu un désaveu pour vous? Vous vouliez être à la Chambre, vous êtes à la région, puis ici vous vous retrouvez pas du cette tout. Piste-là? Vous savez, moi j'ai été président du Parlement bruxellois. Aujourd'hui, Charles Piquet, qui était ministre-président quand j'étais président du Parlement bruxellois, est devenu président du Parlement bruxellois. Je suis ravi d'être son vice-président, et je crois qu'on pourra faire un travail utile pour établir et peut-être quelque part rétablir un bon climat de fonctionnement au sein de l'Assemblée parlementaire bruxelloise, parce que c'est très important. Alors, on ne connaît pas encore le ministre-président de la région. Vous êtes plutôt Rudy Verwoerd ou Loreton Koenigs? Ah, ça, je ne répondrai pas. Ah, vous devez avoir une préférence quand même. Ah oui, mais je ne vous la dirai pas non plus. Alors, vous siégez au Parlement bruxellois sur les mêmes bancs, finalement, que votre épouse, Jacqueline Rousseau. Alors, au niveau communal, ce n'est pas possible. Au niveau régional, c'est possible. Mais ça ne vous pose pas un problème? Oh, on a été étonnés. C'est-à-dire que... On a été très étonnés de ça, mais c'est la volonté de mon parti. Vous savez, moi, au départ, je me voyais davantage sur la liste de la Chambre. Et je crois que ça aurait été une certaine logique. Et puis, on m'a dit non, il faut que tu viennes renforcer la liste de la région, et ce sera le chemin logique éventuellement vers le Sénat. Et donc, c'est comme ça que la direction de mon parti m'a convaincu d'aller à la liste régionale. Maintenant, je vois ça autrement. Je vois ça véritablement comme un mandat régional bruxellois, ce qui est assez une sorte de retour aux sources. Bon, j'ai été président de ce Parlement et ça peut être intéressant et amusant, et il y a beaucoup à faire. Vous n'avez pas... Le MR a dit qu'il n'allait pas soutenir la validation des élections à Bruxelles. Vous avez voté... Vous êtes abstenu? Vous avez voté contre? Tout le parti s'est abstenu, oui. Vous êtes abstenu. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps de demander à une autre instance autonome de valider les élections? Non, c'est pas être juge des partis quand on est député? Je pense pas. C'est une question constitutionnelle. C'est comme ça depuis toujours, sur base de la séparation des pouvoirs. Mais c'est les gens qui ont été élus qui doivent valider leur propre élection. Exactement, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a une légitimité pour, je trouve, plus grande que le Parlement lui-même pour le faire. Des juristes? Et on le voit maintenant ici avec le problème à Namur. Il est vrai que ça peut amener à des débats intenses et où chacun devra se justifier. Alors Didier Renders, on l'a beaucoup entendu pendant la campagne sur Bruxelles, et puis depuis le jour de l'élection, c'est le silence radio, on ne le voit plus, on ne l'entend plus au niveau bruxellois. Il a renoncé à la partie? Non, il est silencieux, pas au niveau bruxellois, il est silencieux tout court. Il négocie, les partis négocient le gouvernement fédéral, et je crois qu'il se concentre uniquement sur cet enjeu-là, étant entendu en plus qu'étant ministre des Affaires étrangères, il est beaucoup à l'étranger. Et donc Bruxelles, c'est plus une priorité pour lui? Ah, mais Bruxelles est essentiel pour lui. Et je peux vous dire que si nous avions été dans la possibilité de participer à la majorité à Bruxelles,
et d'être légitimement ministre-président, je crois que Didier Reynders aurait été très enthousiaste à prendre cette fonction, parce qu'on a parlé, on s'appelle presque tous les jours, on se parle beaucoup, on se voit beaucoup. Il porte en lui une très grande ambition pour Bruxelles, et c'est vrai que Bruxelles doit se réveiller. Bruxelles... Il aura encore un rôle à jouer à Bruxelles? Ah, mais certainement, depuis le gouvernement fédéral, je l'espère pour lui. Hier, réunion de 4 bourgmestres bruxellois par rapport au survol. Ils s'unissent, des FDF, CDH, écolo, pas de MR. Pourquoi? Mais je crois que c'est parce que ce sont les 4 communes qui sont géographiquement les plus concernées par le nouveau virage à gauche qui a été décidé par M. Watley. Comme Vincent de Wolf a été fort touché. Oui, hein. mais je ne sais pas s'il a été contacté et s'il a refusé de participer. Mais... Vous avez été contacté? Non, je n'ai pas été contacté, mais si on l'avait fait, je crois que j'aurais participé. Mais ce qui est dommage, c'est que plusieurs, y compris ceux qui sont autour de la table de ces 4 bourgmestres, disaient il ne faut pas que les Bruxellois se divisent, il faut un front commun de tous les Bruxellois. Et je crois que c'est à ça qu'il faut aller. Question rapide là-dessus, on a une question Twitter ici. Le MR s'est prononcé pour la suppression des nouvelles routes de plan de survol. C'est pour quand? Ah ben, écoutez, ça va faire partie des négociations fédérales. Et je crois que ce sera un dossier très difficile, parce que j'étais au gouvernement fédéral. Vous l'imposerez à la NVA au niveau fédéral, donc. Ah, oui, j'étais au gouvernement quand il y a eu l'affaire DHL, etc. Et qu'on discutait déjà des vols, des survols, des pistes, des 3 pistes, comment les utiliser, etc. Je peux vous dire que c'est un dossier passionnel au niveau gouvernemental. D'où sa difficulté. Mais au niveau gouvernemental aussi. Et évidemment... Et ce sera une condition préalable que vous imposerez ce sera un dossier prioritaire pour notre parti au gouvernement fédéral, bien évidemment, et je crois pour les autres aussi. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis demain, les experts recevront Françoise Berthiaud et Fouad Haïdar. Bel après-midi.